l'anecdote, elle est assez intéressante. En fait, je vivais seul dans un 80 mètres carrés rempli de vidéoprojecteurs, de belles fixtures, de respirateurs. Et puis, on s'aperçoit qu'en vendant au fur et à mesure tout ce matériel-là, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus léger. Et c'est là où j'ai réalisé que dans le monde matérialiste, en fait, quelque part, c'est plutôt les objets qui étaient propriétaires de toi. Ouais, absolument. Ouais. C'est pas Ouais. tant, Ouais. oui, on est propriétaire des objets parce qu'on les achète, mais au final, ça, les objets restent propriétaires Ouais. de nous. Et c'est vrai, quand je suis parti avec ma valise et mon chien dans l'avion, donc je suis parti extrêmement léger, hein, Ouais. c'est vrai que là, l'expérience était probante, quoi. Un peu, qu'est-ce que ta philosophie, parce que tu es un peu bouddhiste, mais aussi catholique. Si tu devrais définir un peu ta philosophie, comment tu la définirais en quelques mots? Alors, moi, j'ai une philosophie utilitariste, on va dire. Alors, je sais que c'est une philosophie qui existe, mais Oui, effectivement. du coup, quand je dis utilitariste, c'est que, Mais pas matérialiste, hein. ouais, voilà, un matérialiste, c'est que pour moi, toute connaissance doit être appliquée et doit être utilisée, c'est-à-dire Doit être utile, quoi, en d'autres termes. voilà, et je me mettrais un peu en opposition avec les gens qui sont cultivés et qui ont lu peut-être 5000, 10 000 bouquins. J'ai jamais lu 5000, 10 000 bouquins. Par contre, quand je lis un bouquin et quand j'apprends des choses, j'essaie de les appliquer. Souvent, d'ailleurs, je m'arrête à un tiers, à la moitié du bouquin. Des fois, je l'ai fini, des fois, je l'ai finis pas, parce que appliquer la connaissance, ça prend énormément de temps. Et la connaissance sans application de la connaissance, vous voyez, ça sert à rien. Le point de bascule pour moi, c'est vraiment 97. C'est-à-dire avant 97, bon, déjà, droite-gauche, j'ai jamais Adhérer, j'avais quoi. compris. C'est que oui, j'ai compris, mais justement, je n'ai jamais adhéré parce que j'ai compris ce qu'était la droite et la gauche et les partis politiques avec cette manière de vendre de la doctrine, du dogme, un bloc Ouais, bien sûr. dans lequel on peut rarement Ouais. sortir ou de temps en temps sortir, mais Bah, qu'en créant un deuxième c'est groupe, des écoles, quoi. voilà, c'est des écoles, voilà, C'est des chapelles, quoi. voilà, des chapelles. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal. Et en fait, il y a eu un point de bascule en 97, quand j'ai travaillé chez Elf. On m'a expliqué, pas première semaine, les 15 premiers jours de formation, comment ça se passait quand on était bloqué sur un projet. Bon, là, je vais pas aller dans les détails, mais grosso modo, on explique qu'il y a pas de problème avec les partis politiques. Que s'il y a un problème, on fait remonter l'information à N plus 5, qui fait remonter à 100 N plus 1, ainsi de suite. Enfin, bon, jusqu'à un service qui est spécialisé, puis qui va redescendre en cascade sur les partis politiques. Bon, c'est là où vous apercevez. Bon, je le savais, je veux dire. Non, mais là, tu l'as vu. Là, je l'ai vu, là, je l'ai vécu, parce qu'à un Alors, moment, on m'a dit, le jour où tu as un problème sur un projet, on il va faire, faudra que tu appelles ton N plus 1. C'est le 440, puis c'est pas spécialement elle. Enfin, on va mettre non, non, mais dans le c'est total, pas. mais c'est le 440, Ah ouais. c'est le pouvoir financier qui aujourd'hui dirige, et quand je dis dirige, Oui, c'est peu dire, quoi. c'est vraiment peu dire, dirige le système politique. Alors, Donc en 97, je me dis, mais bon, Jean-Marc, du coup, où est-ce que tu te situes? l'homme est corruptible, il le sera toujours. Bon, c'est un peu dans la nature. Nous sommes faibles, excusez-nous. Euh, et donc, du coup, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui amène cette médiocrité, cette corruption, cette médiocrité? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les partis politiques peuvent pas, en fait, c'est le système politique. Ouais. Et qu'est-ce que le système politique? C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un concept, voilà. C'est le système aujourd'hui qui amène à la médiocrité, à la corruption, c'est la Cinquième République. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Allier. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, on se connaît parce que tu es la personne qui m'a aidé à reprendre totalement Espace et Paix, à le restructurer, à corriger mes fautes d'orthographe et de grammaire, car je suis pas très bon en orthographe. Et bon, à ma décharge, on va dire que j'ai passé beaucoup d'années. Désolé pour les chiens. Chut, Max, j'ai passé beaucoup d'années
étant jeune, à cause de ma dyslexie, j'ai le docteur pour dyslexique. Voilà, donc on s'est connus au Cambodge, mais maintenant je vais te laisser faire une petite introduction, tu vas te présenter. Et puis comme chacune de nos émissions, on fera un petit point historique, philosophique et politique. D'accord, ça sera un peu la démarche. Alors déjà, je vais te laisser la parole, tu vas te présenter. Par moment, je te poserai des questions. Pas de souci. J'ai 51 ans, je suis d'origine stéphanoise. J'ai fait des études donc d'économie, dans une école de commerce. J'ai principalement fait ma carrière en France pendant 17 ans dans l'immobilier commercial, c'est-à-dire une fonction cadre supérieur. Voilà, cadre supérieur, donc directeur immobilier, directeur de développement, donc une fonction qui consistait à chercher à trouver des emplacements commerciaux, donc à faire des études d'implantation, des études de marché, des comptes de résultats et puis vendre le projet auprès des clients. Donc, tu étais un jeune cadre dynamique. Voilà, jeune cadre dynamique. Donc, j'étais chargé d'affaires immobilières chez Alfred Itten pour un concept qui était né dans les années 90, un nouveau concept donc, de station-service. Après, je suis passé directeur immobilier du groupe Avenir Télécom pour développer une enseigne qui s'appelait Internity, anciennement un réseau. Donc là, c'était des franchises quasiment. Ouais, alors le, le réseau Interdiscount, Internity, qui était Interdiscount avant, en fait, c'était ce qu'on appelle des boutiques en propre. Il n'y avait pas de système de franchising. D'accord. Donc voilà, je cherchais des emplacements en rue, en galerie commerciale. Voilà, ça c'était principalement mon travail. Donc en 2005, à l'âge de 35 ans, j'ai décidé de faire ce métier-là, d'exercer ce métier-là en tant qu'indépendant, donc en développant des enseignes qui n'avaient pas la possibilité de se payer un directeur de développement, un directeur immobilier, qui coûte quand même assez cher. Et donc j'ai développé une activité de développement immobilier et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc assistance de maîtrise d'ouvrage qui consiste en fait à une fois la boutique achetée, à faire les travaux et à mettre le concept. Ouais, d'accord. Le concept. Ouais. Donc là, tu avais une maîtrise quasiment transversale. Et là, donc là, tu étais à ton compte, tu avais une société, une entreprise? Voilà, pendant 7 ans, j'ai été à mon compte, j'ai créé une société, tout à fait, et donc je travaillais sur l'ensemble de la France avec différentes enseignes, prêt-à-porter masculin, coiffure, optique, voilà, aussi bien pour des enseignes en propre que des franchisés. D'accord. Alors, à un moment donné, ta vie a un petit peu basculé et tu as décidé de changer. Tu es passé du méchant capitaliste au gauchiste, c'est ça? Au wokiste, au mondialiste presque? Ouais, voilà, non, en fait, à 40 ans, j'ai commencé, je gagnais bien ma vie, bien ma vie, je maîtrisais mon métier, mais je m'apercevais qu'en fait, j'étais pas spécialement heureux. Je vivais dans un monde matérialiste, j'avais la possibilité d'acheter, on va dire, De belles choses, de beaux objets. de beaux aspirateurs, de beaux objets, de belles cafetières. Mais pour autant, ça me rendait pas spécialement heureux. Donc, vu que vu que j'ai toujours été quelqu'un de versé dans le spirituel, notamment dans le bouddhisme, enfin dans l'étude Mais à cette époque-là, tu avais déjà commencé à étudier le bouddhisme ou c'est venu plus tard? Non, le bouddhisme, en fait, j'ai commencé à l'étudier à 14-15 ans. Oui, d'accord. À 13-14 ans, je commençais à me chercher au niveau spirituel, c'est-à-dire, j'ai fait les catholiques, voilà. Ouais, parce que toi, ta maman est d'origine portugaise et ton papa français, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais ils n'étaient pas spécialement, Religieux. Religieux, voilà, on n'allait pas à la messe le dimanche. Donc, mais je me cherchais, déjà à l'époque, préadolescence, je cherchais quelque chose, quelque part qui était supérieur. Ouais, une sorte de gnose. Parce que tu m'as dit aussi que tu as été visiter Kilwilling en Écosse. Ouais, voilà.
Bon, je me suis cherché, donc j'ai étudié l'hermétisme, Ouais. le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme. Enfin voilà, j'ai un peu tout lu. Et puis bon, le bouddhisme m'a intéressé. La philosophie bouddhiste ouais, c'est ça, m'a intéressé. Elle était proche, en tout cas, de la manière dont je fonctionnais, dont je réfléchissais. Mhm. Et donc, du coup, sachant que quand on devient bouddhiste, on n'abandonne pas forcément sa religion de base, hein. Mhm. Oui, Je oui, peux oui, encore oui, dire que je bien suis sûr. catholique, hein. Ouais, 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 ouais. Et Oui, l'un n'empêche pas l'autre. voilà, Mhm. c'est pas antinomique, on peut très bien être bouddhiste Absolument. et catholique. Ouais, ouais. Franchement, il y a pas il y a pas de souci. Et tout en étant stoïcien, tout en étant, enfin Oui, voilà, oui, il y a oui, oui. pas. Oui, oui, absolument. Et donc tout ça pour dire qu'à un moment, bah voilà, j'ai 40 ans, donc je pratique le bouddhisme depuis des années. Je me dis, bah tiens, l'Asie, donc j'avais fait un voyage en Thaïlande, au Laos et au Cambodge en 2003 avec un ami. On était resté 15 jours dans la région. Et puis j'avais préféré le Cambodge à la Thaïlande et au Laos. Mhm. Et je m'étais dit, bah tiens, un jour, peut-être qu'un jour, j'ai jamais eu le rêve de partir en expatriation. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Et puis, à un moment, donc à 40 ans, je me dis, bah, tiens, finalement, le matérialisme ne m'intéresse pas. Deuxièmement, la France, l'Europe sont des pays, sont des régions où, en Matérialiste. fait, il y a une perte de, voilà, Mhm. il y a une perte de De dynamique, spiritualité, ouais. de spiritualité, mais aussi sur le plan Ah, du dynamisme, ouais, ouais. C'est économique. des pays de vieillissants, en fait, hein. C'est des pays Voilà, de vieux, hein. voilà. Je me suis très Ouais. vite aperçu qu'on était dans des pays vieillissants C'est également sur le plan économique. les fameux boomers. Voilà. Mais sans dynamique, sans Ouais. effervescence. Moi, ce Ah oui, qui me oui. manquait en Ouais. fait dans ma vie au Oui, quotidien. oui. Bon. En plus, l'immobilier, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les gens, les fonctionnaires avec qui j'étais en contact, si vous voulez, il y a pas de dynamique dans Ouais. l'immobilier. C'est pas une start-up. Non. Voilà, on est dans des domaines d'activité qui sont assez traditionnels. Ouais. Et donc, et ça me manquait. Et le gros avantage de venir en Asie, Mhm. c'est qu'il y a une dynamique naturelle. Je veux dire, Ouais, les c'est boutiques des. sont ouvertes jusqu'à Ouais, minuit, ouais, 1 heure, enfin, mais voire toute la nuit. On est dans des pays jeunes, ouais. donc forcément où les jeunes ont envie de s'en sortir, hein, sur le plan Ouais, ouais, bien sûr. économique. Mhm. Et, et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'aille chercher cette effervescence, cette dynamique ailleurs. Et bah, automatiquement, j'ai pensé au Cambodge, hein, parce que j'ai pas mal voyagé, mais au final, le Cambodge, Ouais, parce que tu m'avais dit aussi, t'as fait une période en Inde. non, non, non. Non, t'avais pas été dans la fameuse ville. Ah oui, oui, oui. Après, je suis allé voir, oui, je suis allé étudier Comment elle s'appelle déjà Euroville, Euroville, voilà, c'est ça. côté de Pondichéry. Oui, oui, en fait, mais ça, c'est après, Ah, c'est après. ouais, D'accord. ouais, c'est Ok. après, D'accord. c'est dans mon cheminement Ah, tu t'étais intellectuel, déjà spirituel. installé au Cambodge Voilà, et t'as fait un séjour là-bas après. voilà, donc D'accord. en fait, donc à 40 ans, je me dis bon ben, je vais partir, donc je commence à fermer ben, mes deux sociétés parce que j'avais deux sociétés. Donc je me prépare mon départ, je vends tous mes meubles Mm. et, et c'est là où on voit, l'anecdote elle est assez intéressante en fait. Je vivais seul dans un 80 mètres carrés rempli de vidéoprojecteurs, de belles casiers de respirateurs. Et puis on s'aperçoit qu'en vendant au fur et à mesure tout ce matériel-là, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus léger. Et c'est là où j'ai réalisé que dans le monde matérialiste, en fait, quelque part, c'est plutôt les objets qui étaient propriétaires de toi. Ouais, absolument. Ouais. C'est pas Ouais. tant, Ouais. oui, on est propriétaire des objets parce qu'on les achète, Mm. mais au final, ça, les objets restent propriétaires Ouais, de nous. Et c'est vrai, quand je suis parti avec ma valise et mon chien dans l'avion, donc je suis parti extrêmement léger, hein, ouais. c'est vrai que là, l'expérience était probante, quoi. Effectivement, c'est bien les objets qui sont propriétaires de. Bah, disons que tu deviens, tu es l'esclave de ton environnement. Tu es prisonnier de ton environnement. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié, quoi. Alors, Exactement. on va passer un petit peu à la philosophie, parce que là, on est presque dans la philosophie. Ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse, tu vas me parler un petit peu de ton expérience à Euroville, parce que alors, ceux qui connaissent pas Euroville,
On peut dire que c'est une sorte de secte quand même. Non, 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 mais justement, ça l'est pas. Je suis allé vérifier de Ouais, moi-même. ok, alors vas-y, parle-nous un petit peu d'Euroville, c'est Alors, intéressant. Auroville, bah, c'est des gens qui ont voulu Faire une nouvelle société en fait. voilà, qui Hein. ont voulu créer une nouvelle société, une nouvelle communauté, il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Ouais. Donc, c'était une Française dont j'ai oublié le nom, voilà, qui s'associait avec un hindouiste, je crois que c'était son ami, hein, d'ailleurs, Mhm. et qui a créé, donc, qui a pris, acheté un morceau de terrain en Inde. Et puis qui a créé une communauté. Donc l'objectif, bon, l'objectif n'a pas été réalisé parce que je crois que c'était d'arriver à une Un truc petite ville autonome, de quoi. 25 Ouais. 000 ou 50 000 habitants. Ouais, ils sont pas arrivés. Je crois qu'aujourd'hui ils sont un peu plus de 2000, 2500. En tout cas, ils vivent un peu euh, En autarcie, quoi. en autarcie, en semi-autarcie, parce qu'ils communiquent avec Mhm. leur environnement, enfin avec Oui, avec l'Inde, quoi, de manière. avec l'Inde, avec les voisins, avec les politiques Mhm. de la région. Et donc, bah, du coup, ils ont créé une économie, alors qui est à la moitié fermée, à moitié ouverte. Donc, il y a très peu d'échanges de monnaie. Ils ont une propre monnaie ou pas? Voilà. Alors, ils ont une propre monnaie, mais elle n'est pas imprimée. Elle est simplement, c'est débit-crédit sur un logiciel. Voilà. Quand on Ah va oui, d'accord, donc c'est une crypto-monnaie, quoi, avant l'heure. Voilà, Ouais. quand en fait D'accord, tu es ok. eurovilien, tu touches ton salaire en Ok. monnaie eurovilienne et quand tu vas à la supérette, en fait, on débite Ah oui, d'accord. Ok. le montant de tes courses. Quand tu es touriste, là du coup tu viens avec tes dollars, enfin Ouais. avec tes roubles, Tu les changes. non c'est pas tes roupies. Roupies, ouais. Mais Et, on n'est pas russophobe, hein, donc voilà, tu voilà. peux aussi venir avec tes roubles. Hein, Il y a pas de souci. Je sais pas si c'est accepté, mais je pense qu'il n'y a pas de problème au change. Et du coup, c'est les touristes qui amènent un peu Ouais, de de cash, quoi. monnaie qui est automatiquement retransformée dans l'économie. Mais c'est intéressant parce que c'est très d'actualité en fait. Hein. Je vais faire une analogie avec le franc libre de Monsieur Juvingue, Alexandre Juvingue, qui essaye en France, on en parlera dans la politique, mais qui essaye en France de trouver des alternatives, comme il dit, de résilience pour créer des espaces de paix. Alors ça, je remonte un petit peu espace et paix parce que tout ça, c'est d'avoir un espace de paix où on peut vivre de manière communautaire ou plus large. Mais c'est assez intéressant. Mais alors du coup, tu m'avais dit qu'après, tu avais été quand même un peu échaudé, non? T'es pas resté. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté, elle est quand même basée sur la philosophie robilienne. Alors, cette philosophie, bon, j'ai acheté le petit bouquin, je l'ai lu. Bon, c'est un mélange, c'est un mix entre le bouddhisme et l'hindouisme. Mhm. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de psychologie. C'est là où on voit qu'il y a une Française qui est intervenue dans le projet, enfin, qui était à l'initiation. Parce qu'en fait, c'est un bouddhisme qui est expliqué euh, un peu d'une manière. Enfin, il y a beaucoup de psychologie Pédagogique, ça, quoi. ouais, Ouais. c'est intéressant. Le Ok. bouddhisme, il y a. Ouais, le bouddhisme, ça peut être ardu quand même. Hein. Si tu prends les Bah, textes, c'est pas simple. depuis plus de 30 ans que j'étudie le bouddhisme, c'est vrai que quel que soit le livre qu'on lit, c'est toujours compliqué. Bah, déjà, c'est une culture qui est pas la nôtre. C'est Bon, vrai. qui n'utilisent pas forcément les termes occidentaux. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc retranscrire le bouddhisme en psychologie puis en philosophie Mm. occidentale, c'est toujours un peu compliqué. Enfin bon, voilà, peu importe. Mais et donc je suis parti en me disant bah pourquoi pas. Alors par contre, alors c'est pas du tout une secte, hein, vraiment. Au contraire, ils font tout. Bah, Enfin, t'en es sorti a priori, donc bah oui, oui, non, ouais. je suis resté 3 4 jours. J'ai pas été séquestré, donc il n'y a pas eu de T'as souci. pas été violé, Non plus. Non, par contre, en fait, alors pour être eurovilien, parce que là, du coup, vous avez un passeport eurovilien en Inde. Donc là, vous avez une espèce de citoyenneté eurovilienne. Là, par contre, l'exercice est long. Donc, vous faites une première expérience de 3 mois où vous travaillez pour la communauté. Donc, quelque part, vous donnez des heures. En rétribution, je sais pas, des dollars ou des roupies, on vous offre le logis, on vous nourrit, voilà. Donc il y a vraiment un échange. La d'accord. monnaie est un peu, Mm. c'est un peu le principe d'ailleurs du projet. Donc pendant 3 mois, vous expérimentez le La vie, système quoi. Mm. eurolien. On fait un point au bout des 3 mois et après les 3 mois, bon, soit on arrête. En général, Ouais, 80% des gens arrêtent ouais, parce que en fait, quand ils arrivent à Euroville, ils s'imaginent beaucoup de choses. ouais, bien sûr. Ils s'aperçoivent que vivre en communauté, c'est quand Ouais. même Alors, je fais une petite parenthèse parce que ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu
mondialisme, wokisme, hein, des tendances actuelles, Ah, d'accord. de dire le monde il est beau, il est gentil. En fait, je viens avec mes a priori, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de nettoyer les chiottes, j'ai envie de regarder mes écrans, mes trucs. Oui, je suis bouddhiste, je suis pour la paix, mais quand il faut travailler, aller cultiver, je sais pas s'ils cultivaient eux-mêmes leur jardin, etc. Ouais. Mais les gens sont, Sympa. ouais, voilà, les gens sont déconnectés et ça, du coup, au Cambodge, les gens sont quand même beaucoup plus liés à la terre et à la tradition. C'est les Occidentaux, ça m'étonne pas du tout qu'une bonne partie des Occidentaux qui sont venus avec des a priori à la con partent parce que il faut travailler, il faut, enfin, je veux dire, voilà quoi. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, la, la dame qui était responsable de l'hôtel m'a très bien expliqué, j'ai été pris en charge quelque part par elle. Mhm. Et elle est née en plus il y a 50 ans. Hein. Donc Ouais, d'accord. elle est née à 50 ans, elle a fait, je crois elle est jusqu'au collège donc à Eureville. Elle est partie en France et puis elle est revenue je crois, elle avait 45, Ouais, 46 ans. Et donc elle a connu vraiment le début. ouais. Elle est revenue et elle m'a expliqué qu'en fait la plus grosse vague que Eureville avait reçue, c'est à suite à une émission diffusée en France où tout le monde a rêvé d'Euroville, Ouais. est venu à Euroville et puis c'est là où il y a une hécatombe. Hein. C'est que là 95% des gens sont repartis. Ça m'étonne Mais, pas. au bout, alors je sais Mhm. pas, au bout des 3 mois à l'époque, je sais pas. Je crois que c'était années 80-90. Ouais, bah, ça m'étonne Elle est pas. encore, il me semble, sur YouTube. Et donc, tout ça pour dire qu'au bout de 3 mois, il y a beaucoup De de déchets. déchets. Et après 3 mois, donc là, vous attaquez la deuxième période, qui dure entre 18 et 24 mois. Donc, elle est légèrement différente parce que vous avez accès à une location d'appartement un peu moins chère si vous étiez touriste. Enfin, bon, vous n'avez pas les avantages des Eurovilliens. Vous n'avez pas les désavantages des touristes. Donc, voilà, vous êtes entre deux eaux. Donc, période qui dure 18-24 mois. Et au bout des 18-24 mois, vous êtes tamponné Mhm. eurovillien avec un Alors, passeport eurovillien. et toi, du coup, tu es parti pour quelle raison? Quand je suis parti, Non, mais t'as voulu voir et qu'est-ce qui a voilà, fait que t'es pas resté en d'autres termes? Pourquoi tu t'es pas... parce que bon, ma vie au Cambodge, c'était pour voir en fait. Ouais, tu t'avais pas l'intention forcément d'aller Non, plus non, loin, quoi. je me suis projeté. C'était une visite. Voilà, c'était une visite. Je me suis projeté en fait en me disant, bah tiens, j'ai peut-être envie de partir du Cambodge. Est-ce que je peux pas aller voir ailleurs? Est-ce que ce projet Ouais, ça d'accord. sera dans 3 ans, dans 10 ans pour ma Ouais, retraite? ok, d'accord. J'avais vraiment un spectre. Ouais, je vois. Je suis allé, donc je suis reparti en me disant intéressant. Pas encore totalement convaincu, mais en tout cas, Hmm. expérience intéressante. D'accord, Alors, ok. je sais qu'il existe d'autres communautés, Oui, moins oui. structurées, moins grosses, Il vraiment, y en a au Brésil, faites par des anciens blonds, yeux bleus. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui existent au monde. qui existent, voilà, basées sur l'autonomie, l'écologie. Mais de toute façon, c'est d'une manière ou d'une autre, on va y arriver de toute manière parce que il n'y a pas 40 000 solutions pour essayer de sortir du système. Hein. Soit on sort du système et on crée une communauté vraiment autonome, etc. Un peu comme ils ont fait. C'est pour ça que c'est intéressant, un espace de paix dans lequel on dit c'est l'Europe. Là, on est dans un espace de paix. Voilà, c'est ça. L'Europe, c'est foutu, etc. Bon, disons, alors, est-ce que tu veux, avant de passer à la politique, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur la philosophie? À toi, qu'est-ce que ta philosophie? Parce que tu es un peu bouddhiste, mais aussi catholique. Si tu devrais définir un peu ta philosophie, comment tu la définirais en quelques mots? Alors, moi, j'ai une philosophie utilitariste, on va dire. Alors, je sais que c'est une philosophie qui existe, mais Oui, effectivement. du coup, quand je dis utilitariste, c'est que, Mais pas matérialiste, hein. ouais, voilà, un matérialiste, c'est que pour moi, toute connaissance doit être appliquée et doit être utilisée, c'est-à-dire euh, Doit être utile, quoi, en d'autres termes. voilà, et je me mettrais un peu en opposition avec les gens qui sont cultivés et qui ont lu peut-être 5000, 10 000 bouquins. J'ai jamais lu 5000, 10 000 bouquins. Par contre, quand je lis un bouquin et quand j'apprends des choses, j'essaie de les appliquer. Souvent, d'ailleurs, je m'arrête à un tiers, à la moitié du bouquin. Des fois, je l'ai fini, des fois, je l'ai finis pas, parce que appliquer la connaissance, ça prend énormément de temps. Et la connaissance sans application de la connaissance, vous voyez, ça sert à rien. Ça Eh ben, sert à rien d'être sur Terre. Donc, moi, là, c'est une transition parfaite pour la politique. Parce que c'est la politique, en réalité, ce que tu dis. oui, Ce que oui, tu décris, là. alors, C'est la politique, parce que c'est le sens profond de la politique. Ouais. C'est d'appliquer une philosophie dans la vie de tous les jours.
C'est ça enfin, pour ceux qui ne font plus de politique ou qui sont un peu détachés de la politique, c'est appliquer votre philosophie. C'est à la vie de tous les jours. C'est du concret. Hein. C'est ça. À un moment, la philosophie, c'est quelque chose euh, qui est interne, qui est personnel. Et Ouais, effectivement, à un moment, quand on sort de son corps et à un moment, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il y a autour de moi à 1 mètre, à 10 mètres, à 100 mètres, ou mais à alors, 1000 ça, kilomètres, à un moment, ben, il y a des gens, il y a un voisin, il y a un exactement. pays. Jean-Marc, je t'interromps, hein, excuse-moi, mais en réalité, je pense que ça, c'est peut-être un syndrome assez français, en fait, Mhm. hein, de l'intellectualisme français. C'est-à-dire de pas agir, ou pas trop agir, mais beaucoup réfléchir, beaucoup parler, beaucoup critiquer, beaucoup faire ci, faire ça. Et en réalité, les Français agissent peu en général. Alors oui, il y a eu la Révolution, des choses comme ça, mais d'une manière générale, Macron a été réélu. Je veux dire, les Français parlent beaucoup, se plaignent, etc. Mais en réalité, ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus d'agissement en France, quoi. On suit, donc il n'y a pas de. Bah, le problème, je pense que l'individu, le citoyen, on parle le citoyen, il est français, il est nombriliste. Il est dans le Mhm. capital et on est dans le capitalisme, dans l'ultralibéralisme. Donc, je pense que le français, il reste, il se regarde le nombril et finalement, il a très peu, il regarde très peu son environnement proche. Alors, il le voit parce que tous les jours, il va au travail, il va au marché, voilà. Mais il n'a pas une perception. Je pense qu'il sait se définir par rapport aux objets, par rapport aujourd'hui à notre civilisation. Mais après, Mais il a perdu la politique, en fait. il a perdu la politique, ouais. Il a, Ouais, et c'est concret, hein, il il a sait perdu plus la se politique. définir par rapport à l'autre. Et c'est Ouais, vrai que l'autre, l'autre c'est compliqué. On est, là c'est de la sociologie, c'est de la philosophie. On est toujours dans un rapport de force avec tes inévitable, enfants, avec inévitable. tes Non, grands-parents, mais avec tes parents, avec ton voisin. On est toujours dans un rapport de force. la vie est un rapport de force. Voilà. C'est Ça c'est, à pas confondre avec. Il faut pas confondre l'agressivité et le rapport de force et la ouais, ouais. violence. Hein. Ça, c'est deux choses différentes. Bon, ben ça, c'est espace épais. J'en parle, mais bah, nous en parlons parce que tu m'as quand même aidé à le restructurer. Alors, d'un point de vue, alors on est dans la politique. Hein, d'un point de vue purement politique, je sais que sans rentrer dans trop de détails, etc., etc. Alors d'abord, politiquement, on n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde. On a beaucoup de points communs. Je sais qu'on s'est connus, nous, au Cambodge, grâce à Jean Morel, qui avait écrit son livre L'art de la table, ou je sais plus quoi. Mhm. Hein. Parce qu'au Cambodge, tu fais tu t'occupes de faire des mises en page de livres, etc. Tu travailles dans l'édition. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, Mhm. hein, si tu es dans l'édition, le marketing digital, l'édition, etc. Mhm. Et c'est comme ça qu'on s'était connus. Mais après, on s'est aussi reconnus après, parce qu'à l'époque, moi, j'étais à l'UPR et on faisait des petites réunions entre guillemets RIC. Et on s'est reconnus à cette époque-là parce que c'est des sujets qui t'intéressaient, même si t'étais beaucoup moins, on va dire. Peut-être un peu plus libéral que moi, j'en sais rien, et encore, je sais pas. Donc, est-ce que tu peux te décrire un peu politiquement aujourd'hui Alors, le point de bascule pour moi, c'est vraiment 97. C'est-à-dire avant 97. Bon, déjà, droite-gauche, j'ai jamais, c'est pas que j'ai adhérer, jamais quoi. compris. C'est que oui, j'ai compris, mais justement, j'ai jamais adhéré parce que j'ai compris ce qu'était la droite et la gauche et les partis politiques avec cette manière de vendre de la doctrine, du dogme, un bloc Ouais, bien sûr. dans lequel on peut rarement Ouais. sortir ou de temps en temps sortir, mais Bah, qu'en créant un deuxième c'est groupe, des écoles, quoi. voilà, c'est des écoles, voilà, C'est des chapelles, quoi. voilà, des chapelles. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal et en fait, il y a eu un point de bascule en 97, bah, quand j'ai travaillé chez Elf. On m'a expliqué, pas première semaine, les 15 premiers jours de formation, comment ça se passait quand on était bloqué sur un projet. Bon, bah, je vais pas aller dans les détails, mais grosso modo, on t'explique qu'il y a pas de problème avec les partis politiques. Que s'il y a un problème, on fait remonter l'information N+1, qui fait remonter à 100 N+1, ainsi de suite. Enfin, bon, jusqu'à un service qui est spécialisé, puis qui va redescendre en cascade sur les partis politiques. Bon, c'est là où vous apercevez, bon, je le savais, je veux dire, Ouais, mais là, tu l'as vu. là, je l'ai vu, là, je l'ai vécu, parce qu'à un Alors, moment, on m'a dit, le jour où tu as un problème sur un projet, on il va faire, faudra que tu appelles ton N+1. on va faire une parenthèse ici Ouais. parce que ça, c'est un sujet, on peut le dire ici, là, on réfléchit à un livre écrit à quatre mains. Enfin plutôt à deux mains parce qu'on écrit d'une seule main en général, mais à deux cerveaux on va dire, qui va traiter un peu de ce sujet-là. C'est-à-dire en fait, qui dirige le monde,
ce sont les lobbies. Ce sont les forces de pouvoir. Là, tu l'as vu en concret ici. Non, mais Eux, ils arrosent à droite, à gauche. Enfin, ouais, ils s'en foutent, quoi. c'est le 440, puis c'est pas spécialement elle. Enfin, on va mettre Non, non, mais dans c'est le total, pas. mais c'est le 440, Ouais. c'est le pouvoir financier qui aujourd'hui dirige, et quand je dis dirige, Oui, c'est peu dire, quoi. c'est vraiment peu dire, dirige le système politique. Alors, donc en 97, je me dis, mais bon, Jean-Marc, du coup, où est-ce que tu te situes? l'homme est corruptible, il le sera toujours. Bon, c'est un peu dans la nature. Nous sommes faibles, excusez-nous. Euh, et donc, du coup, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui amène cette médiocrité, cette corruption, cette médiocrité? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les partis politiques peuvent pas, en fait, c'est le système politique. Ouais. Et qu'est-ce que le système politique? C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un concept, voilà. C'est le système aujourd'hui qui amène à la médiocrité, à la corruption, c'est la Cinquième République. C'est-à-dire la Cinquième République, elle a très bien marché dès le départ. Je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse parce que c'est excuse-moi, deux petits trucs pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. C'est que quand on critique le gros capital, l'ultra-capitalisme, d'accord. Jean-Marc et moi, nous sommes des entrepreneurs, d'accord. Donc on est pour l'entrepreneuriat, on est pour la libre entreprise et que justement que les gens s'assument et se sortent les doigts du cul et bossent, quoi, d'accord. Donc on parle du grand capital, c'est-à-dire le capital abusif, c'est la concentration d'argent, celui qui dirige le monde et non plus pour le bonheur des gens, mais pour le bonheur de ses actionnaires. Donc ça, c'est une chose très précise. Et la deuxième chose, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais vas-y, continue. Oui, et donc à un moment, je continue ma réflexion, et puis je me dis, mais à un moment, c'est le système en lui-même, c'est le système des partis qui amène à cette médiocrité. Et moi, là, je fais ce raisonnement en 97. Ouais, donc c'est tôt, hein, quand même. Oui, c'est tôt. Et quand j'ai commencé à voter blanc, les gens se foutaient de ma tête. Bon, et ça, moi, il n'y a pas de souci. Et mais aujourd'hui, c'est la vérité, elle est criante. On s'est aperçu que les partis, enfin droite-gauche, même en 2017 et puis même avant encore en 2012, on s'aperçoit que les partis politiques produisent des imbéciles. C'est-à-dire, c'est pas les meilleurs qui vont qui prennent le siège du secrétaire général. Au contraire, c'est les plus lèche-boules, en fait. Voilà. En réalité, alors oui, c'est ce que je voulais dire, c'était sur la Cinquième République. La Cinquième République a fonctionné quand il y avait De Gaulle, parce que la Cinquième République a été faite pour De Gaulle. Et quand vous avez dans la Cinquième République, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs, c'est un des problèmes de la Cinquième République. Plus maintenant, il y en a eu quelques-uns, mais aujourd'hui, je dirais que le premier contre-pouvoir, c'était d'avoir un président honnête, un président digne, honnête, ayant une conscience. À partir du moment où ça c'est une morale, hein. Une morale, absolument, une éthique. À partir du moment où on arrive aujourd'hui dans le pire du pire avec le président Macron, qui est l'imbécile heureux parfait par définition, corruptible, corrompu, qui se moque du peuple, qui travaille pour les lobbies, donc là on peut le dire. Donc effectivement, là la Cinquième République ne fonctionne, mais alors plus du tout. Non, là on arrive à c'est déjà en 97. Moi j'avais vu que la Cinquième ne fonctionnait pas. La Cour des comptes c'est très bien, hein, très belle institution, mais elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir. Donc très intéressant. Je veux dire, moi Et d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais toi qui votes blanc, moi j'ai jamais voté blanc. Moi je votais pas en fait, hein, je votais pas du tout. Et je me suis mis à voter quand il y a eu, je pense que c'était le premier Le Pen élection avec Chirac ou des choses comme ça. J'avais voté contre Le Pen à l'époque parce que je pensais que je croyais toujours au système. J'y crois plus du tout aujourd'hui. Hein. Mais toi t'as voté blanc et le vote blanc est le premier parti de France aujourd'hui. Et aucun parti politique ne veut le prendre en compte. Donc, rien que cette interrogation-là est révélatrice du problème. C'est que ça soit de droite, de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, il me semble que de Zemmour, même à Le Pen, à Mélenchon, il y en a aucun qui veut reconnaître le vote blanc. Enfin, je suis pas sûr à 100%, mais non, il y en a aucun. De toute façon, le vote blanc, c'est un vote qui est, contrairement à ce qu'on peut pas, bon, on l'a légalement, on a légiféré pour faire en sorte que le vote blanc serve à rien. Ouais. Et ça, l'opération législative est réussie. En tout cas, l'opération philosophique,
elle est complètement ratée parce que le vote blanc a une signification. Ouais. Le vote blanc, ça veut dire qu'à un moment, quand on vous propose 12, 13, 14 présidents, enfin propositions, à un moment, vous dites, bah, sur les 14, il n'y en a aucun qui me convient. Déjà, ça devrait interpeller parce que C'est clair. il serait trois, on n'en veut aucun des trois. Je veux dire, il y aurait pas de souci, mais on vous propose 14 personnes et il y a 14 solutions que vous refoulez en bloc. C'est bien qu'à un moment, c'est pas tant les idées, mais c'est ce qui est à l'arrière des idées, c'est-à-dire toujours ces doctrines, ce dogme qui est véhiculé par un parti. Qu'on peut rarement remettre en question. Quand on le remet en question, ben, on crée un autre parti, comme l'a fait Mélenchon, comme l'ont fait bien d'autres. Ouais, ou Zemmour On est aussi, il a créé un autre voilà, on parti. est toujours dans la division. Ouais. Je pense que l'humanité sera intelligente quand elle sera dans l'unité. Or, aujourd'hui, on est toujours dans la division. Le capitalisme amène de la division, division de la propriété, division Ouais. de la monnaie, ainsi de suite. Ouais. Et donc, à un moment, ça ne peut pas marcher. Quand tout système amène à la division, ça ne peut pas marcher. Ouais, oui. Non, je te laisse parler. Non, mais alors, bon, je reprends la parole. Alors, c'est très intéressant parce que le vote blanc est révélateur de deux choses. Et ça, c'est une petite parenthèse, on va vers la conclusion. Et dans la conclusion, on va un peu, sans révéler rien que de secret, on va un peu expliquer le but du livre auquel on travaille. C'est justement pour que le vote blanc serve, c'est-à-dire en fait pour que on va parler de la France, mais ça pourrait être général, mais on va parler de la France en particulier parce qu'on est quand même français. C'est que le premier parti en France, c'est le vote blanc. C'est indéniable. Faut mettre l'abstention. Oui, l'abstention, c'est des gens qui votent blanc, à part s'ils veulent pas aller. Oui. La différence, moi, j'écoute beaucoup quand je parle politique. Forcément, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoute dans la politique. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui sont abstentionnistes, ils sont fatigués. Et, bon, déçus, fatigués. C'est exactement pareil. Oui, ça reviendrait. Je rajoute de la protestation. Ouais. Non, c'est pas rajouter de la protestation, c'est dire je sors du système politique. Or aujourd'hui, on peut pas sortir. Mais c'est ça le problème. À moins d'aller sur une montagne et de vivre seul. Aujourd'hui, on est des individus. Oui, mais ça fonctionne pas globalement. Euroville, il y a que 3000 personnes. C'est en fait les gens veulent rester chez eux. D'une manière générale, l'être humain. Netflix, non, alors, oui, alors c'est ça c'est le problème. Non, mais de manière générale, les gens veulent vivre là où ils sont nés ou à côté. Enfin, toi et moi, on est partis, mais on est une minorité. C'est-à-dire, ça a toujours été de tout temps. Les gens veulent vivre là où ils sont nés, où ils s'épanouissent dans leur culture, etc. Le problème maintenant qu'il y a en France en particulier et de manière générale en Europe, c'est que le système est devenu tellement corrompu, donc ça c'est pour ça que tu es anti-5e République, le système est devenu tellement corrompu, les lobbies ont pris un tel pouvoir, donc l'ultra-capitalisme, je le redis, nous sommes deux entrepreneurs, donc on est quelque part libéral, mais dans un libéral capitaliste, souverainiste, on est avant tout, tous les deux, et ça on peut le dire, on est des souverainistes, parce que c'est du bon sens, et avec une éthique sociale. Sociale, pourquoi? Parce que on est tous social, je veux dire, on veut tous vivre plus ou moins en harmonie, et il faut éliminer les monstres, le mauvais, ça il faut le cantonner, l'éliminer et lutter et être fort. Mais lui dire, l'arrêter dans cette. Oui, tout du moins, voyez, l'arrêter, le contrôler un petit peu. Et le problème, c'est que aujourd'hui, les Français, alors ça, c'est un peu, on va conclure là-dessus, c'est un peu l'idée du livre qu'on veut écrire sur le sujet, c'est que Français, tu ne votes plus, tu es déçu, tu as compris que la politique, comme toi, tu l'avais compris en 97, mais aujourd'hui, tu l'as compris. On est tous pareils. Mais si tu abandonnes la politique, si on abandonne la polique, comment reprendre le pouvoir? On peut pas. Il y aura pas de révolution, d'accord? Il y aura pas de révolution dans la rue 1789. D'abord, c'était une mauvaise révolution. C'est un autre débat, mais il y aura pas de révolution. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est par le vote, c'est par la politique. Les contestations, elles seront toutes brimées parce qu'on est dans les capitalismes de surveillance, on est totalement contrôlé. Donc effectivement,
le Français, il faut qu'il se réveille, qu'il arrête de regarder Netflix, de perdre son temps sur des conneries, etc. Il faut savoir et avoir confiance. Et c'est un petit peu un livre méthode, comment reprendre le pouvoir, qu'on essaye de définir et de faire, parce que la seule solution passive, légale, ouais. 100% légale, c'est la seule solution, c'est justement de comprendre qu'on peut changer les choses, quitte à faire un nouveau parti politique s'il le faut. Ça sera encore une division, mais non, justement, il faut pas de parti. mais non, mais idéalement, mais c'est bon, c'est un parti quand même. C'est un parti qui n'est pas un parti, mais ça reste voilà. En France, il faut quand même, comme le vote blanc n'est pas pris en compte de toute façon. Mais voilà, disons qu'on va se référer et donner des idées et quelque chose de méthodique, de simple et de un peu tonique pour que les gens se réveillent. Enfin, voilà. Bah, déjà qu'ils comprennent que la problématique, effectivement, c'est la corruption. Je veux dire, il y a toujours une racine à tout. Mais à un moment, il faut tenir compte du contexte qu'est l'homme, que la cinquième ne fonctionne plus et qu'il faut passer une sixième. Voilà, une sixième république, qu'il faut définir. Hein, moi, je peux toujours définir la mienne et encore. Je ne sais pas si elle est intéressante. En tout cas, il y a des thématiques qui peuvent être intéressantes. L'idée, c'est pas de définir et dire bon, voilà la sixième comme fait Mélenchon. Bah, déjà, la sixième de Mélenchon, elle est assez rigolote. Déjà, elle continue avec le principe de parti politique. Donc déjà, c'est une aberration. Enfin bon. Et donc, c'est pas forcément de définir et d'imposer une sixième république, c'est de dire à un moment, de faire un état des lieux et de dire la cinquième ne marche plus. Mais là, faut bien le dire. Au-delà du fait qu'elle est déstructurée, détricoter. Depuis des années, elle ne marche plus, on ne peut plus fonctionner avec cette république-là, et qu'il faut passer à une sixième. Donc, c'est un peu le principe en fait du livre. Ouais. Je ne sais pas si on définira un début de sixième où on pourra tracer. Ouais, ou ça sera peut-être l'objet d'un second livre. Là, je pense que c'est le réveil. C'est le réveil. Le réveil du français qui abandonne tout. Parce que je veux dire, on l'a tous vécu, quoi. On a cru à la gauche. C'était Mitterrand en 81. Mais putain, mais Mitterrand, c'était le pire des capitalistes. On a cru à la gauche. 83, ouais. Ouais, enfin, voilà. Après, on a cru, Chirac, etc. Mais après, on a cru à Sarkozy, qui allait mettre un coup de cachère, qui allait tout nettoyer, refaire l'entrepreneur qu'on est. Voilà, tu travailles, tu gagnes de l'argent, etc. Lui, il a été vendu aussi. Après, il y a eu quoi? On a cru à qui? Il y a eu un peu de gauche, etc. Après, il y a eu Zemmour. Moi, j'ai voté Zemmour. Toi, je sais pas si tu as voté Zemmour, mais enfin, il a quand même bousculé les choses. On a cru, mais putain, mais Zemmour et Onfray devaient s'allier. Tu vois, on a cru voir quelque chose de magique, c'est un vrai souverainisme social. Mais Zemmour est parti chez ses maîtres. J'ai toujours de l'estime pour lui. Hein. J'ai toujours adhérent à Reconquête, mais il est tombé enfin, je veux dire, il s'est enfermé dans de l'ultra-identitarisme, de l'identitaire à tout prix, cette histoire de prénom, mais on s'en fout. Et ensuite, il a voulu refaire la petite droite bourgeoise. D'accord? Comme il a vu que la masse prolétaire, en fait, elle était quand même avec Le Pen, et qu'il n'a pas pu la récupérer, bah hop, il est reparti. On va refaire du fillonisme, la petite droite bourgeoise, etc. Mais populaire, non. La droite bourgeoise ne peut pas être populaire par définition. Soit vous êtes un souverainiste populaire, soit vous êtes de droite bourgeoise. Je pense pas qu'on puisse faire les deux. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. C'était, enfin, pour résumer, on peut dire que si jamais Zemmour et Onfray s'étaient un peu mariés politiquement, parce qu'il y a eu un début, hein, il y aurait eu un début. Je pense que ça aurait été puissant. Tu vois, ça aurait été vraiment quelque chose d'intéressant. Ça aurait été un bon début, mais le problème de ces gens-là, c'est qu'ils véhiculent toujours du dogme et de la doctrine. Je pense que, et s'il faut revenir sur la philosophie, je pense qu'il faut arrêter de penser avec... D'abord, on pense pas, hein, je veux dire, ça se voit avec Macron. Ouais, Macron, je veux dire, ne réfléchit pas, ça c'est vu. Ou ce qui se passe avec en Ukraine, je veux dire. Il prend des recettes libérales, privatisation, il prend des recettes et puis il essaie de les appliquer. Bon, ça ne marche plus.
comme le marxisme, comme le communisme décrit par Marx ne marcherait plus aujourd'hui. Non, il faut Très bien, changer. dans ton livre, la C'est clair. société s'est complexifiée. Il faut Ouais. penser avec les mots, il faut penser avec les idées. C'est-à-dire, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut reconstruire une nouvelle doctrine. Sur le plan économique, on a essayé le capital, on a essayé le communisme. Bon, le communisme, ça reste plutôt un mode de gestion que vraiment Une science théorie économique, ouais. économique. Ouais, bah, de toute façon, le communisme est basé sur du matérialisme. Hein, Ouais. il n'a jamais vendu de spiritualité. Donc, non, l'idée, c'est de réfléchir vraiment avec les mots et d'arrêter de se mettre des étiquettes. Ah, moi, je suis conservateur, moi, je suis humaniste, moi, je suis wokiste. Ça Écologiste. ne sert à rien. C'est encore créer de la division et pas de l'unité. Tout ce qui divise n'est pas bon, de toute façon, pour l'être humain. La seule manière d'unifier, c'est justement de trouver des troncs communs et Ouais. de vivre ces troncs communs. Ben, on va conclure là-dessus. Donc, on va conclure là-dessus parce que c'est intéressant. On va essayer l'unification, voir ce qui nous unit. Et ben, il y a une culture, il y a une civilisation, il y a le sens aussi de la politique qu'il faut retrouver. Voilà. Et retrouvons la politique et retrouvons espoir en la politique. Oubliez les hommes politiques. Moi, si j'aurais une conclusion, C'est bon. on oublie les hommes politiques. On a des technologies aujourd'hui. Regardez le Bitcoin ou autre. On peut faire totalement différemment. On a la technologie avec le blockchain pour faire des choses incorruptibles. Donc, on peut utiliser ça au niveau politique. Voilà. Donc, bon, dans l'espace épais, j'en parle un petit peu. Il y a un passage qui parle une proposition, on va dire, que moi j'appelle un peu troisième voie, mais qui rejoint un peu ce que tu dis quelque part. Il y a eu dans les années 20, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un parti souverainiste populaire français. J'ai oublié le nom. C'est intéressant, je le mettrai dans les. C'était le PCF, non, c'était pas le. Ouais, bon, je vous le mettrai. C'est pas du tout communiste, hein, mais c'était un parti intéressant. C'était un ancien militaire, je crois, et qui a pas vu le jour. Mais bon, voilà. Donc, en conclusion, ne perdez pas espoir en la politique. C'est la seule façon de reprendre le pouvoir, c'est par la politique. Ne laissez pas les gens décider à votre place. Même si on a tous été déçus et qu'on est encore déçus, c'est par le vote qu'on va gagner. C'est par le vote qu'on va gagner. Et une certaine forme de résilience, choses en commun, mettre tout ce qui nous unit en commun. Donc ça, c'est un peu espace épais. Voilà. On conclut là-dessus? Parfait. Bon. Merci. À bientôt. De m'avoir interviewé. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir et à bientôt.